BFM Business, jusqu'à 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, avec Grégoire Favet. Bon, justement, comment regarder ces marchés? Que penser de la situation actuelle sur les marchés? C'est vrai que les mouvements sont quand même très limités aujourd'hui. Et Marc Daguerre est avec nous pour nous éclairer avec l'analyse technique. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Vous êtes le PDG fondateur de DT Expert. Voilà, la question est simple. Dans quelle situation est-ce qu'on se trouve? Je rappelle juste un peu la photo récente. Très bon début d'année sur les marchés européens notamment. Très vite, on arrive à des progressions à 2 chiffres. On marque un top de marché en Europe sur la plupart des indices, j'imagine, au début du mois de mai. C'était il y a 2 mois pile. Et depuis, on a des indices qui se sont repliés de l'ordre de 5% en Europe et le CAC 40 qui revient là dans une zone technique, semble-t-il, importante. Est-ce qu'on est à la croisée des chemins, Marc ? Alors oui, on est certainement à une croisée des chemins, en tout cas au regard de l'amplitude de la correction actuelle. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement là on a fait le bilan à mi-chemin de l'année 2017, puisqu'on vient de clôturer le premier semestre. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir, si vous regardez l'ensemble des indices, européens et américains d'ailleurs, mais surtout en Europe, le bilan reste positif sur 2017. Mais si vous décortiquez le premier semestre, vous avez en fait un premier trimestre qui a été très positif et un deuxième trimestre qui a été quasiment flat. Donc on voit bien que le marché cherche un petit peu maintenant et on arrive sur des zones de support, notamment sur le CAC, un gros support à 5085 par exemple, assez conséquent qui va falloir surveiller de près puisque nous, ce qu'on appelle d'un point de vue technique aujourd'hui, on dit que la marge vers le bas est maintenant limitée, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de potentiel de baisse pour être toujours dans ce qu'on appellerait plutôt une consolidation qu'un éventuel retournement un peu plus conséquent. Mais toujours est-il qu'avec ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, on n'a pas encore de raison de s'inquiéter véritablement à court terme et on continue de penser que la correction actuelle est plutôt une opportunité de revenir sur le marché plutôt qu'un risque de consolidation majeure qui risquerait de nous emmener beaucoup plus tard. C'est ça, plutôt l'idée quand même de continuer d'acheter les creux de marché, et notamment en Europe. Enfin quand même un élément qui est très décevant, vous l'avez dit très bien, allez grosso modo le premier trimestre jusqu'à fin avril, début mai, ça a été très très bon, et notamment pour les marchés européens qui se sont mis à faire mieux que les marchés américains. Et puis depuis début mai, c'est un peu la douche froide, c'est quand même très frustrant, même si on ne perd que 5%, évidemment, c'est une respiration de marché. Mais de voir que nous, en Europe, la situation s'est un peu dégradée et que les marchés américains, finalement, eux, restent sur des niveaux stratosphériques. Alors, ça monte plus beaucoup, on est d'accord à Wall Street, mais on n'a pas perdu 5% sur les marchés américains, Marc. Le marché américain nous montre à nouveau qu'il est de façon globale et empirique plus solide que le marché européen. Là, on peut pas faire semblant. Y compris avec les valorisations qui sont atteintes aujourd'hui. Mais ce qui est incroyable, c'est que effectivement, les valorisations sont ce qu'on entend chez la plupart des analystes, la crainte actuelle. Les valos sont ultra élevés, mais nous, en tout cas, d'un point de vue graphique, ce qui nous semble étonnant, c'est au cas par cas, par exemple, lorsqu'on regarde des grosses capitalisations américaines, il y a encore beaucoup de configurations techniques qui sont positives aujourd'hui. Et je le disais avec mon confrère qui est passé juste avant moi tout à l'heure, on en parlait ensemble. Effectivement, c'est beaucoup plus risqué aujourd'hui d'essayer de shorter un top, comme on dit, c'est-à-dire en permanence, que de continuer à aller dans le sens du vent, même si on ne comprend pas toujours les raisons qui font que le marché monte et continue de monter. On entend parler d'une bulle qui pourrait venir d'un endroit ou d'un autre. Il peut y avoir la bulle des taux, par exemple. Qu'est-ce qui se passerait si jamais les taux se mettaient à remonter alors qu'on ça dérapait un peu plus que prévu, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas des risques d'insolvabilité de certaines entreprises, voire de certains pays? Ça, effectivement, c'est une crainte qui existe, mais comme il en existe toujours, et pour l'instant, à court terme, on n'a pas encore, à l'heure actuelle, de raison tout de suite de se dire, ça y est, c'est terminé. Alors peut-être qu'à un moment, ça arrivera. Moi, je connais des gens qui, sans arrêt, n'arrêtent pas de crier à la catastrophe, et un jour, ils finissent par avoir raison. Mais en attendant, il faut bien faire des choses aussi. C'est-à-dire que l'horloge cassée donne 2 fois par jour la bonne heure. Exactement. Voilà, c'est toujours cette histoire-là. Bon, donc Wall Street marchait très fort, quoi qu'on en dise, même s'il y a plein de raisons d'être en alerte par rapport aux valorisations notamment du marché américain. C'est un marché techniquement qui reste fort aujourd'hui. Et en Europe, vous dites, sur le CAC 40, en tout cas, au-dessus de 5085 points, c'est ça? On garde un maximum de chances quand même de rebondir et d'aller plus haut? Alors, moi, tant que ce niveau tient, on va maintenir, nous, plus une hypothèse de reprise haussière, puisque la consolidation qu'on a depuis ces dernières semaines, elle a plus une tête de consolidation,
forme de drapeau que d'un vrai retournement. Et les 5085, pour ceux qui connaissent, correspondent au bas d'un gap qui avait été marqué à la dernière ouverture en hausse en mode gap il y a un mois. Mais en attendant, effectivement, je vois pas tout de suite de raison graphique de s'inquiéter. Bon, donc ça nous fait quand même un peu de marge, effectivement, puisqu'on est à 5175 points cet après-midi sur le CAC 40. Donc on est quand même au-dessus du niveau à surveiller qui pourrait impliquer un retournement peut-être de tendance du marché européen, enfin du marché parisien, pardon. Pour l'instant, on n'y est pas. Un mot de l'euro-dollar peut-être, parce que on est dans une fourchette, dans un range assez bien encadré, assez bien identifié depuis un bon petit moment. Est-ce qu'il y a un risque qu'on sorte de ce range? Parce que les fourchettes, ça marche très très bien quand elles sont respectées. Et puis le jour où on sort de la fourchette, là, tout le monde se fait arracher. Oui, c'est ça qui est très violent. Hein. C'est un peu aussi le cœur de mon métier, de notre métier aujourd'hui, c'est que quand on arrive à identifier des zones comme ça où on sent qu'il y a soit un range, comme vous dites, une fourchette, un triangle, etc. Bon, tant qu'on est à l'intérieur, tant qu'on fait le ping-pong à l'intérieur, c'est parfait, c'est facile à jouer. Là, d'un seul coup, comme vous dites, il y a un arrachage qui peut être bénéfique ou non selon le sens dans lequel on s'est positionné. Moi, sur l'euro-dollar, ce que j'ai à dire là, c'est que ce qui s'est passé cette année avec la hausse, la reprise du dollar, de l'euro face au dollar, marque techniquement plutôt un sentiment haussier à court moyen terme. Et là, si je devais moi parier sur une sortie de cette fourchette dont vous parlez, je parierais plutôt à la hausse, c'est-à-dire en faveur de l'euro et en défaveur du dollar. Donc il faudrait casser quoi là comme niveau au-delà de 1,15, mais bon, c'est un seuil symbolique, mais c'est ça l'idée, c'est sortir au-delà de 1,15 sur l'euro-dollar. 1,1550, ça commencerait à engendrer un potentiel un peu plus conséquent sur le rebond. Avec des gens qui, dans leur stratégie, n'auraient pas prévu justement cette sortie de la fourchette et qui seraient obligés, peut-être de se racheter et donc d'alimenter encore ces mouvements. Oui, donc l'effet de marché, l'effet dynamique de marché, on le voit souvent, qui peut être très fort. Un certain niveau très fort. Lorsqu'il y a une cassure, il y a un effet, comme vous dites, un effet avalanche, boule de neige en fait, où d'un seul coup, soit si c'est à la hausse, des gens se positionnent à la hausse en se disant il faut que je prenne le train en marche rapidement, inversement à la baisse, et ça provoque une accélération. Bon, un mot du pétrole aussi, parce que alors, très franchement, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui comprennent ou qui essayent de comprendre ce qui se passe sur le pétrole, mais c'est quand même très compliqué. Enfin, je veux dire, la violence des mouvements et puis surtout la manière très erratique dont les cours évoluent. Est-ce qu'il y a une lecture technique claire de ce qui se passe aujourd'hui sur le pétrole? Quand on comprend plus trop ce qui se passe du côté des fondamentaux, où en plus la géopolitique vient s'en mêler, souvent la lecture technique peut apporter un éclairage. Oui, alors d'abord le pétrole, vous le savez, on le sait tous très bien, c'est un des actifs qui est le plus difficile fondamentalement à suivre parce qu'il dépend d'un tas de choses. Il peut dépendre d'une situation géopolitique, de stratégie économique, il peut dépendre éventuellement de l'évolution de l'euro-dollar lui-même. Donc là, aujourd'hui, sur le pétrole, c'est vrai que on a les moyens de temps en temps d'avoir des balises techniques qui sont intéressantes. Le pétrole est dans un range depuis un moment, et après son rebond qu'il avait emmené jusqu'aux 67, je crois, dollars sur le Brent, il est rentré dans un range duquel il n'a pas réussi véritablement à sortir. Il y a eu un signal plutôt baissier important lorsqu'on est sorti d'un drapeau il y a quelques semaines, et puis on est venu à nouveau s'appuyer sur un support intéressant. On est pour nous aujourd'hui sur le pétrole, on est toujours dans une configuration à court terme qui reste baissière, mais pas de quoi envisager ce qu'on appelle une reprise de baisse de long terme tant qu'on n'est pas passé sous les 40, on va dire 42 dollars sur le Brent. C'est des supports assez importants. Tant que ces supports tiennent, peut-être qu'il faut rester prudent. Bon, donc de tout ce qu'on vient de dire, je comprends que pour l'instant, on reste dans des ranges. On reste sur l'euro-dollar, on n'est pas sorti du range encore, à surveiller bien sûr. Sur le pétrole, on y est toujours. Et sur les indices, là aussi, on reste pour l'instant dans les fourchettes d'évolution on reste dans ce qu'on appelle les phases, qui étaient en place. Dans les phases de temporisation. C'est ça. Voilà, dans les phases dans lesquelles le marché n'a pas vraiment de tendance. Mais tout en restant dans ces phases, on a quand même déterminé, en tout cas chez nous, un sentiment plutôt haussier sur l'euro-dollar et sur les indices, et plutôt baissier sur le pétrole. Donc on s'est quand même prononcé. Mais effectivement, pour l'instant, on est toujours à l'intérieur de cette... et puis le pétrole avec les aléas, si vous regardez les 3-4 derniers jours, vous perdez 2%, vous prenez 2%, vous perdez 1,5%.
on voit bien qu'il y a derrière ça, il y a quelque chose d'assez décorrélé de la réalité elle-même qui joue sur de la spéculation. Une forme d'instabilité quand même des marchés. Bon, pour l'instant, ça a assez peu d'impact, on va dire, mais bon, quand même, pour l'ambiance générale, c'est jamais très plaisant, on va dire, de voir ces mouvements-là sur une classe d'actifs aussi importante que les matières premières et le pétrole en l'occurrence. Deux idées pour finir, Marc. Vous aimez bien Nike, oui, et vous trouvez à l'inverse qu'Essilor peut-être manque de potentiel. J'essaye de le dire correctement. Manque de potentiel en bourse. Allez-y, Marc. Alors oui, alors Nike, on aime bien ce qui s'est passé avec une ouverture en gap haussier très fort. Ça, c'est souvent des signaux de démarrage assez intéressants. Donc gap haussier, enfin trou de cotation, où on va coter sur des niveaux très très supérieurs, en tout cas sur lesquels on n'était pas les séances précédentes. Et idéalement, on ouvre beaucoup plus haut que la clôture de la veille, et en clôture, on ne va pas combler ce qu'on appelle le trou finalement qui a été fait, et donc on s'offre ainsi un potentiel de hausse assez intéressant. Donc signe de force, hein, voilà. Voilà, signe de force en général, et Nike l'a fait il y a la semaine dernière. Ouais. Il s'est par là même affranchi de ce qu'on appelle nous un triangle de consolidation dans lequel il évoluait depuis pratiquement octobre 2015. Donc ça veut dire que aujourd'hui il s'ouvre la possibilité de repartir à la hausse, et nous on préfère en profiter, d'autant plus que le gap tient. Il est venu rebondir sur le haut du triangle en pullback, ce qu'on appelle en pullback, c'est-à-dire qu'on a consolidé un tout petit peu après, le temps de reprendre son souffle, et là je pense que c'est un timing assez idéal pour entrer sur cette valeur. Nike, ok, à l'achat, on est à $58, c'est à peu près votre zone d'entrée, je crois, sur Nike, voilà, avec ce gap qui donne de la force à la tendance du titre Nike. Et puis rapidement un mot d'Essilor pour finir, Marc. Alors très rapidement, Essilor, ça on le verra très vite, n'importe qui regarde le graphique ne peut que voir ce qui s'est passé. Non mais vraiment, parce que parfois c'est ceux qui savent lire les graphiques, hein, voilà, si c'est pas forcément. Moi, lorsque je fais des conférences, il y a des gens qui connaissent rien en graphique. Vous leur montrez une droite avec des sommets dessus, ils arrivent tous à comprendre ce que c'est. Vous pouvez montrer ça à n'importe qui, c'est ludique limite. Et là, il y avait une résistance très forte justement sur les 127 € sur Essilor, qui a arrêté l'évolution des cours à 5-6 reprises depuis pratiquement 2 ans, depuis la consolidation qui avait été commencée en juillet 2015. Et là, on pense effectivement qu'on va revenir vers le bas du canal en question, c'est-à-dire autour des 90 €, et qu'on a encore, et qu'on a du coup encore une vingtaine. Donc ça fait effectivement, pour ceux qui voudraient jouer à la baisse Essilor, effectivement, selon vous, ça fait encore un potentiel intéressant, hein, puisqu'on est à 112 €. 112 € sur Essilor cet après-midi, et voilà, pourquoi pas 90 demain. Donc à surveiller demain, dans un avenir, dans l'avenir proche pour Essilor, ce sera à surveiller quand même. Ce sera intéressant de voir effectivement si le titre est comme ça mis de côté à nouveau par les investisseurs. Merci beaucoup, Marc Daguerre, président d'ET Expert, avec nous cet après-midi dans Intégral Bourse, un peu plus de 16h30. On marque une pause.